Hello, aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo un peu plus spéciale que d'habitude depuis que je fais ce calendrier de l'Avent, mais aussi qui va être beaucoup plus longue puisque comme on est le 24, c'est une case un petit peu spéciale, on est la veille de Noël, donc je me suis dit que ça serait cool pour cette dernière case de faire quelque chose d'un peu plus spécial puisque en fait je vais te parler de l'artiste sur lequel je travaille pour mon mémoire. Juste avant, toutes les informations que je vais donner sont des hypothèses, des choses qui ne sont pas encore totalement confirmées tant que je n'ai pas eu ma soutenance. Donc les informations que je vais te donner, c'est à prendre avec des pincettes pour ce qui va concerner Karrueche, puisque je ne suis qu'au début de ma recherche et du coup j'ai encore des zones d'ombre, des hypothèses qui ne sont pas sûres, voilà, des incertitudes, etc. Mais aujourd'hui je vais essayer de t'expliquer au mieux ce que j'ai pu comprendre pour l'instant d'un livre qu'il a illustré. À la base ça devait être une vidéo facecam, mais malheureusement avec mon emploi du temps, je n'ai pas eu le temps de le faire. Donc je vais essayer quand même de faire une vidéo cool pour te parler de ce sujet du coup qui m'intéresse énormément forcément, étant donné que je vais travailler beaucoup dessus. Donc déjà d'abord, Henri Karrueche, c'est qui? C'est un artiste qui va surtout pratiquer entre le 19e et le 20e siècle en France. C'est un peintre, c'est un illustrateur, mais c'est aussi quelqu'un qui va faire des arts décoratifs, des caricatures, ce genre de choses. Comme je te le disais, il y a pas mal encore de zones d'ombre sur lui. Pourquoi ça? Parce que tout simplement, il n'y a encore aucun travaux universitaire qui a été réalisé sur lui, ce qui fait que pour mes recherches, c'est un peu un point un peu compliqué pour moi, mais par chance et heureusement, ses contemporains ont pu un petit peu écrire sur lui, même si voilà, j'ai pas non plus des mentions énormes. Ce que je sais, c'est ses contemporains et c'est quand même une source assez primordiale. Du coup, Karrueche, il va surtout être dans l'art nouveau et il va aussi un peu toucher au symbolisme. Comme figure de l'art nouveau, tu connais peut-être Mucha parce qu'il est aussi pas mal présent dans la pop culture ou même sur les posts Instagram super esthétiques. Je te mettrai une image comme ça, tu verras peut-être un petit peu qui est Mucha. Et donc il se situe voilà un petit peu dans ce style, mais pas que forcément. Et ses contemporains vont parler de lui surtout pour ses qualités d'illustrateur de romans. Il a fait des romans à la fois pour un public de bibliophiles, donc qui vont être les passionnés, les amoureux des livres, qui vont avoir les moyens d'acheter des livres très précieux, coûteux, très richement illustrés, avec de très belles reliures, ce genre de choses. Mais il va aussi produire des choses beaucoup plus modestes, notamment par exemple des livres illustrés pour enfants, ou encore travailler avec des éditions qui font des livres un petit peu moins coûteux. Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de Biblis, qui a été écrit par Pierre Louys, qui est un auteur belge de son siècle. Voilà, il était vivant quand il a illustré cet ouvrage, et il me semble que c'était la première édition de Biblis qui a été illustrée du coup par Karrueche. Donc Pierre Louys, c'est un poète parnassien. Donc qu'est-ce que c'est? Parce que ça paraît peut-être un petit peu étrange. Ce sont les écrivains qui veulent rendre l'art poétique parfait, au top du top, et ils vont éviter de parler de sujets sociaux ou politiques. Du coup déjà peut-être que Biblis dans le son et dans l'orthographe, tu peux te douter que ça fait partie d'un corpus gréco-romain, puisque ça fait partie en fait de cette mythologie. Je te raconterai un petit peu, enfin évidemment je te raconterai l'histoire de Biblis un peu après, mais juste avant j'aimerais te parler de la confection de ce livre, puisque quand on crée un livre, il y a plein d'acteurs qui rentrent en jeu. Tu as évidemment l'auteur, Pierre Louys, l'illustrateur, Karrueche, l'éditeur qui est André Ferrou, qui est la maison d'édition Ferrou, qui est très importante à cette époque. On a ensuite, pour la préface, Gilbert de Voisin qui va l'écrire, qui est un ami de Pierre Louys, puisque j'ai pu lire voilà, des correspondances qu'ils ont pu avoir, ils avaient l'air quand même assez proches. Ensuite, tu auras l'imprimeur. Parfois, tu as aussi des graveurs, des lithographes qui vont travailler sur ces romans. Il y a évidemment aussi la personne qui va s'occuper de la reliure, et ça fait quand même pas mal de monde sur un livre.
Ce que j'ai pu trouver aussi par rapport à cette confection, c'est la correspondance entre Férou, Pierre-Louis et Caruchet. Ce qu'il faut savoir, c'est que Férou, ça va être vraiment la personne centrale dans cette confection, puisque c'est à lui que s'adresse directement l'auteur et l'illustrateur. L'auteur et l'illustrateur, de ce que j'ai pu trouver pour l'instant, ne communiquent pas entre eux, mais communiquent via l'éditeur. Malheureusement, Pierre-Louis a oublié de prévenir Férou qu'il était parti au Caire entre-temps pour y habiter et que effectivement il avait oublié d'envoyer la nouvelle adresse qu'il a au Caire à Férou, ce qui pose des petits problèmes quand on confectionne un livre. Bref, ce problème avait été totalement réglé. Et puis, dans les correspondances de Caruchet, j'ai pu trouver les difficultés qu'il a pu avoir en tant qu'illustrateur à cette époque, puisqu'il n'était pas payé la somme qu'il devait être payé. J'ai envie de dire, c'est des galères que les illustrateurs peuvent encore avoir aujourd'hui. Et je ne sais pas encore si ce problème a été réglé, s'il avait pu recevoir l'argent nécessaire pour réaliser ses illustrations. Je sais aussi que Caruchet a énormément travaillé sur ses illustrations, ou du moins dans ses lettres, il le fait savoir qu'il bosse vraiment très très fort là-dessus. Ensuite, dans une de ses lettres, il avait expliqué que les 2 premières pages, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il n'y a aucune figuration et ce n'est que des fleurs en fait. Et Caruchet va expliquer qu'il a décidé de mettre des planches de fleurs pour ces 2 premières pages parce que pour lui, l'histoire commence véritablement aux pages suivantes et que c'est à partir de là qu'on trouvera de la figuration. Je trouvais ça quand même assez intéressant à mentionner. Alors Caruchet, au niveau de sa formation artistique, il a été à l'école des arts décoratifs. Malheureusement, je ne sais pas pendant combien de temps, je ne sais pas en quelle année, etc. C'est des recherches qui sont en cours en ce moment. Et ensuite, il va intégrer l'école des beaux-arts un certain temps, mais je t'avoue que cette partie un petit peu du début de sa formation artistique, c'est encore un petit peu flou et il va avoir une autre zone d'ombre entre la fin de sa formation artistique et la publication de son premier livre illustré, enfin de ses premières illustrations dans un livre. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que comme je t'ai dit, Caruchet, il fait pas que des livres illustrés, mais avant il a réalisé par exemple des dessins pour éventail, pour paravent, pour vase, ce genre de choses, et ils ont des décors quand même très très japonisants. Malheureusement pour les éventails, j'ai qu'un seul visuel pour l'instant, et pour les vases, je vais peut-être pas te les montrer parce que vraiment la qualité de l'image est très très mauvaise. Donc là, c'est un petit peu ce qu'il a fait avant de faire ce livre, avant de travailler avec Férou et Pierre-Louis. Et son dessin, ce que j'ai pu remarquer, c'est que les traits sont assez simples. On va utiliser des couleurs très pastel, claires. On va avoir quand même une très très forte prédominance de fleurs, de végétation, ce qui est très typique en fait dans l'art nouveau. Et du coup, je pense qu'il est temps que je te raconte un petit peu qu'est-ce que c'est que Biblis. Donc l'histoire de Biblis, ça va raconter le destin de 2 enfants qui sont nés de l'union de Milétos, qui serait un fils d'Apollon, et de Sinaé, qui est une nymphe et qui serait la fille du dieu fleuve Méandre. Et du coup, ces 2 parents vont donner vie à 2 jumeaux qui seront Konos, qui sera un garçon, et Biblis, qui sera une fille. Dans le roman, l'histoire va commencer à partir de la naissance de ces jumeaux. Il n'y a pas de mention directe à Milétos, il est même pas présent, je crois, pendant l'accouchement dans ce roman, puisque en fait on va juste l'évoquer très succinctement, mais sans même évoquer son nom, mais on va plutôt dire que les enfants ont grandi près du fleuve Méandre, donc près de leur grand-père et du coup de leur mère. Évidemment, on est dans la mythologie grecque, donc tu te doutes bien qu'il y a quelque chose un peu tragique qui va se passer, puisque en fait, les 2 enfants vont grandir ensemble, vont toujours très bien s'entendre, et puis à l'adolescence, ils vont peut-être un petit peu trop bien s'entendre. Et leur mère se rend compte qu'en fait, les 2 sont tombés amoureux et qu'ils sont bien plus que frères et sœurs. Est-ce que c'est pas au final un classique, les relations incestueuses dans la mythologie grecque? Je pense que tu commences à en avoir l'habitude. Donc, ces 2 jumeaux tombent amoureux et évidemment la mère va leur dire que ce n'est pas normal, qu'il ne faut pas qu'ils soient amoureux, etc.
Du coup, elle va prendre son fils et elle va décider de le présenter à des femmes des villages aux alentours, essayer de le faire tomber amoureux de quelqu'un d'autre, mais Konos, lui, personne ne l'intéresse à part Byblis. Et en plus de ça, il comprend pas vraiment pourquoi sa mère est contre, puisque Zeus s'est bien marié à sa sœur, Aphrodite a bien trompé son mari avec son frère, etc. etc. Alors pourquoi lui ne pourrait pas être avec sa sœur? Du coup, sa mère, elle va prendre une décision et elle va y aller très fort. Elle va amener son fils et du coup discuter avec lui et en fait, elle va le faire monter sur le dos d'une centauresse et l'abandonner clairement et la centauresse va partir en galopant avec Konos sur son dos et elle ne reverra jamais son fils. Entre temps, Byblis, elle est restée chez eux et puis elle se dit mon frère est toujours pas revenu. Ma mère ne veut pas qu'on soit ensemble, je ne comprends pas pourquoi. Et puis sa mère va revenir et puis bon bref, elle va se rendre compte que Konos est parti pour de bon. Et c'est là qu'une quête va commencer puisque Byblis va chercher son frère partout. Elle va parcourir des kilomètres et des kilomètres pour le retrouver. Et Karushay, dans ses illustrations, il représente très bien notamment cette quête et cet avancement continuel que fait Byblis pour retrouver son frère, puisque dans les illustrations tu la vois en mouvement, avançant de page en page, comme la narration en fait. Et du coup Byblis, à travers son périple, elle va rencontrer différentes personnes qui vont lui dire oui j'ai vu ton frère, je ne sais pas d'où il venait, je ne sais pas où il est parti, mais tu peux pas rester avec nous, tu seras mieux avec nous. Mais Byblis à chaque fois elle va refuser et elle va continuer sa quête. Elle va même rencontrer une biche qui au final l'amènera pas du tout à un endroit où se trouve Konos. Donc elle va continuer encore son chemin, elle va encore trouver des gens qui lui répètent la même chose sans cesse. Et puis elle va entendre une voix qui va lui dire que Konos n'est plus en fait, donc arrête de chercher, ça ne sert à rien. Et elle va se retrouver dans une tristesse impossible à consoler et elle va pleurer en continu et elle va finir par se changer en fontaine puisqu'elle a des larmes en continu, ça te rappelle un petit peu les fontaines et on cette eau en continu. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que Karushay, à la fin de cette histoire, il représente Byblis se transformant en fontaine avec ses cheveux qui peu à peu se transforment en eau. Et ça, je pense en tout cas, que ça peut être rapproché d'un des poèmes de Karushay, puisque oui, Karushay écrit aussi. Il va écrire quelques petites proses, dont un poème qui s'appelle La Fontaine. Et il y a un des vers qui m'avait interpellée, où il disait « J'aime ces vasques d'où l'eau retombe comme des cheveux libres ». Et ça, je trouve que ça peut être vachement mis en parallèle avec cette illustration à la fin de Byblis qui se transforme en fontaine. D'ailleurs, si tu veux lire ce livre, il est numérisé entièrement sur Gallica, donc je te mettrai un lien en barre d'infos si ça t'intéresse, parce que je vais pas m'amuser à te montrer toutes ces pages, surtout que en plus de ces pages, il y a aussi les dessins non coloriés, donc non coloriés et sans le texte à l'intérieur. Du coup, si ça t'intéresse, tu peux toujours aller le lire. Après, au niveau de la réception de ce livre, j'ai pas encore trouvé beaucoup de choses. De ce que je sais, les journaux ont plutôt l'air d'apprécier cet ouvrage et aussi d'apprécier les illustrations de Karushay, mais ça reste toujours quelques petites lignes dans un journal et on va jamais vraiment en parler en long et en large. Et peut-être qu'à un moment, je trouverai une coupure de presse qui en parle beaucoup plus. En tout cas, j'espère que cette vidéo a pu te plaire et t'apporter des informations, puisque normalement ça va forcément t'apporter des informations vu que c'est un artiste absolument pas connu. Et puis du coup ça va être la fin des calendriers de l'Avent que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire. J'ai pu un peu plus apprendre à gérer mon logiciel de montage notamment, donc j'espère te faire des vidéos de qualité prochainement. Je voulais aussi remercier tous ceux qui m'ont fait des retours parce que ça m'a fait vraiment plaisir et c'était vraiment cool d'avoir des retours là-dessus parce que j'ai vraiment essayé de tenir ce calendrier même avec mes études à côté et je suis contente aussi d'avoir réussi à le faire tout simplement. Et puis il me reste plus qu'à te souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année,
plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Si t'as passé tes partiels avant ces vacances, j'espère que ça s'est bien passé. Si tu les passes après, je sais, c'est un sujet un peu relou, mais j'espère que ça va bien se passer et stresse pas trop, tu peux le faire. On est tous passés par là, tu peux le faire. Et puis moi je te retrouverai dans une prochaine vidéo. Salut!